Bonsoir et bienvenue dans le débat de France 24. Ce soir, on parle de sécurité, en particulier de la sécurité de la France. Depuis les attaques de janvier 2015 contre Charlie Hebdo jusqu'à la mort du père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet dernier, 236 personnes ont perdu la vie dans des attentats terroristes sur le territoire français. Mais est-ce la fin ou pourrions-nous faire face à pire encore? Selon le Premier ministre, il y a actuellement en Syrie ou en Irak près de 700 djihadistes français ou résidents en France. Le retour, selon Manuel Valls, qui s'exprimait cette semaine, représente une menace supplémentaire pour notre sécurité nationale. On en parle ce soir avec mes invités. Yves Pozzo di Borgo, sénateur UDI. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir, vice-président également de la Commission des Affaires européennes. En plateau également ce soir avec nous, Claude Moniquet. Bonsoir, président de la European Strategic Intelligence and Security Center et ancien membre de la DGSE. En plateau également ce soir, Anne-Yvonne Ledin, députée socialiste de l'Hérault et membre de la Commission des lois. Bonsoir. Vous êtes également vice-présidente de la commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme, justement. Et on est rejoint également ce soir par Gérald Arbois, directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement. Bonsoir. Tout d'abord, avant de donner la parole à nos invités, je voudrais qu'on écoute Manuel Valls, justement, qui s'exprimait au début du mois devant les ambassadeurs de France. Nous avons face à nous un défi considérable, alors que près de 700 djihadistes français ou résidents en France se trouvent actuellement dans des zones de combat en Irak et en Syrie. Leur retour, d'ailleurs, représente une menace supplémentaire pour notre sécurité nationale. Notre stratégie contre le terrorisme a toujours été globale. Elle l'est plus que jamais aujourd'hui. Elle est d'abord militaire pour combattre les groupes terroristes dans leurs bastions au Sahel, en Irak et en Syrie. Grâce à nos armées, grâce aux frappes militaires de la coalition, Daesh, l'État islamique, est affaibli. Mais le combat sera long. Claude Moniquet, on parle donc de ces 700 djihadistes français ou résidents en France qui pourraient se rediriger vers la France. À quel point est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète de ça aujourd'hui ? D'abord, 700, c'est un chiffre approximatif. Je pense que personne ne sait grand-chose, exactement combien on a de ressortissants, voire de doubles nationaux, qui sont présents en Syrie. Je pense, oui, il faut s'inquiéter de ces gens. Ceux qui sont... On a pu avoir des illusions en 2011, 2012, en pensant que c'était de braves gens qui allaient aider un peuple qui souffrait. Ceux qui ont rejoint l'État islamique depuis 2014 savent exactement ce qu'ils font. Ils ont rejoint une organisation criminelle qui trafique les femmes esclaves sexuelles, qui brûle ses prisonniers vifs, qui les égorge, qui fait des massacres, des attentats, etc. Donc ces gens, clairement, sont des gens dangereux. Mon opinion, c'est qu'ils n'ont pas théoriquement vocation à revenir. Mais c'est un autre débat. Le Premier ministre l'a dit. Ils sont combattus par différents moyens, dont des moyens militaires. Je pense qu'une intensification des moyens militaires dans les semaines et les mois qui viennent, de manière à ce que le minimum de ces gens puissent revenir, soient en capacité de revenir, serait peut-être une bonne chose. Alors, sur cette question, Yves Pozzo di Borgo, de ces djihadistes qui reviennent, on en a vu quelques-uns. Je pense à l'attentat du Bataclan notamment. Si on regarde les attentats des derniers 18 mois en France, c'est vraiment celui-ci qui a été très bien coordonné. Plusieurs attaques en même temps, coordonnées de longue date par des djihadistes qui ont fait l'aller-retour en Syrie. Ils reviennent avec des façons très efficaces, finalement, de coordonner ce type d'attaque sur le territoire français. D'abord, je crois que le ministre de l'Intérieur hier a bien précisé que le chiffre, alors il a ses sources qu'on n'a pas, que le chiffre des Français en Syrie était de 689, dont 275 femmes et 27 enfants mineurs. 17. Et je rejoins monsieur, c'est vrai qu'il a quand même des sources, et c'est quand même un chiffre qui est donné. Alors je sais que vous connaissez mieux que nous, peut-être pas aussi simple que ça, mais c'est quand même pour nous un chiffre qui est important. C'est une base. C'est une base, oui. Et c'est vrai que ces personnes, lorsqu'elles vont revenir en France, soit de façon directe, soit de façon indirecte, parce qu'on ne maîtrise pas tous les trajets. Vous savez, vous pouvez vous cacher, changer d'identité. Enfin, et c'est bien ce qu'on a vu ces derniers mois. C'est bien ce qu'on a vu ces derniers mois. Ça va devenir un très gros problème. Alors, il y a deux façons. Il y a ceux qui ont commis des délits. Donc là, il y a un texte de loi qui a été en plus, dont les peines ont été accentuées le texte de juillet 2016. Là, on a la capacité, quand on peut prouver qu'il y a délit ou crime, si vous voulez, d'arrêter ces personnes-là. D'ailleurs, beaucoup sont déjà en enquête et qui sont en prison. Et puis, il y a cette masse, cette marge de personnes, 500, 600, peut-être plus, dont on ne sait pas ce qu'ils ont fait, qui vont revenir, qui, eux, sont en fait un potentiel bombe qui va être dans notre pays. Et c'est vrai que là, je dis ça, on a eu un débat politique
au Sénat, nous avons compris que c'était un problème. Et il y a une proposition de loi qui a été déposée en janvier 2016 par, à l'époque, Philippe Bas, le président de la commission des lois, et Françoise de Guetto, et dans laquelle nous créions un délit. Le seul fait d'être étranger devenait un délit. Et lorsque le texte est revenu, le gouvernement a proposé son texte sur la datation de la procédure pénale au mois de juin-juillet, il n'a pas voulu retenir ce délit. Et on le regrette. Plusieurs fois, moi je vois Jean-Christophe Lagarde, le président du DI, quand il a vu le président de la République, il a dit « il faut que vous créez un délit pour toute cette masse de combattants ou non-combattants, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait là-bas. » Et ça, je crois que c'est l'interrogation que l'on a. Mais c'est un rappel, et on l'a vu plusieurs fois ces derniers mois, juste avant de me tenir vers vous, Gérald Darbois, Anne-Yvonne Ledin, de cette difficulté de légiférer souvent par rapport à une situation qui est nouvelle, par rapport à une situation qui est compliquée, et qui demande une législation toute particulière et pour laquelle on n'est pas forcément préparé. Non, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fallu, sur l'état d'urgence, on s'y est pris à 3 reprises, parce que parce qu'il faut tenter de s'adapter à la situation telle qu'on la voit. Donc là, la dernière loi que vous évoquiez en juillet, elle est très costaud. On peut discuter par rapport... Elle est assez loin, mais elle est costaud. Elle est assez loin, elle est costaud. Et surtout, elle préserve quelque chose de fondamental, c'est que ce qu'on appelle l'état de droit, c'est-à-dire qu'il y a le travail de police, justice, armée, et puis police, gendarmerie, armée, et puis d'un autre côté, la justice. 2 ministères différents, de manière à ce que les droits des personnes, même les pires, soient préservés. Et que ça se passe dans le cadre d'un procès. Et non pas l'enfermement d'office simple. Par contre, ces personnes qui sont en train de revenir, ou dont certaines vont revenir, et dont moi je partage l'analyse de mon voisin, voilà. Elles ne passeront pas la frontière sans qu'il se passe quelque chose, si on les a sous la main. Elles iront directement, qu'on le veuille ou non, dans des geôles. Et elles seront jugées. Donc, on a hier à Montpellier, par exemple, ou avant-hier, il y a eu, je ne sais pas s'il revenait ou pas, mais une personne qui faisait circuler des images de décapitation sur son blog. Il a été jugé, il a pris 5 ans de prison ferme. Et il n'est pas prêt de sortir. Gérald Darbois, on a vu un durcissement des lois en vigueur en France pour essayer de confronter ce type de menaces. Est-ce qu'on est allé assez loin ? Le problème, c'est pas tant d'aller assez loin ou pas assez loin avec des lois. Il faudrait déjà commencer par les appliquer et ensuite donner les moyens à ceux qui doivent les faire respecter de pouvoir agir. Ceux qui doivent les faire respecter, ce sont les forces de police, de gendarmerie. L'armée, c'est pas son travail sur le territoire national de chasser du terroriste. Et les services de renseignement. Les services de renseignement sont bien dotés, font leur travail. Si le Premier ministre si le ministre de l'Intérieur a pu donner des chiffres précis, c'est que la DGSI a fait son travail, a fait les enquêtes de terrain qui ont permis de voir les manquants, mais qui a permis également de voir ceux qui sont déjà rentrés, ceux qui sont déjà passés chez un juge, ceux qui sont déjà passés par la case prison, ceux qui sont déjà sortis avec un bracelet électronique ou non. Depuis 2014, on a un aller-retour qui se fait entre la Syrie et la France. Et si on regarde bien et si on analyse bien les chiffres qui ont été donnés, si on retranche les morts, si on retranche les femmes, si on retranche les gens qui sont en transit et si on retranche les mineurs, il ne nous reste plus que 22 clients à suivre. 22 clients sur qui seraient en Syrie et en Irak aujourd'hui. Et qui seraient susceptibles de rentrer, là les derniers qui seraient susceptibles de rentrer sur un territoire européen de plus de 360 millions d'habitants. 22, si on ne les trouve pas, c'est qu'on est vraiment mauvais. Il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a beaucoup plus que ça. Mais tous les fichiers S ne sont pas bien sûr, les musulmans fondamentalistes. Je voudrais revenir sur la question des chiffres, parce que la précision des chiffres me pose question. Je me rappelle qu'un peu après les attentats du 13 novembre, on nous parlait, ou un peu avant d'ailleurs, on nous parlait d'à peu près 1700 personnes qui avaient été tentées par le djihad en Syrie. Si j'additionne les chiffres qu'on a entendus hier, 600 qui y seraient toujours, 200 morts, et 200 qui sont revenus, ou même 400 qui sont revenus, on est assez loin de 1700. Donc je dis, les chiffres sont flous. On s'en rapproche. Mais il en manque 300. Il en manque 300. Oui, donc on ne peut pas parler de précision. Vous savez très bien vous-même, vous l'avez dit. La réalité, c'est qu'il y a un an encore,
on découvrait l'identité des personnes qui étaient en Syrie une fois qu'elles étaient sur le terrain. 50% des personnes étaient inconnues des services avant de se retrouver en Syrie et en Irak. Donc j'ai un doute sur le... Sans critiquer les services. On est dans la communication gouvernementale, c'est pour ça qu'on a donné des chiffres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a donné des chiffres précis, parce que 689, quand le Premier ministre reste, on en a à peu près 700... il reste dans le flou. Là, on a le ministre de l'Intérieur qui nous donne des chiffres précis, qui nous dit qu'il y a 195 morts. Présumés morts. Présumés morts. On enlève, on retranche... N'enlevez pas les femmes, s'il vous plaît. Présumés morts. Si, parce que les femmes, justement, ne sont pas des combattantes. Si. Ah non. Partie d'entre elles le sont. Soit elles flagellent les autres. Elles sont une partie d'entre elles. Elles participent au Lebensborn de Daesh. Ça, c'est vrai. Elles ne sont pas... dotées, mis à part un entraînement à la Kalachnikov, elles ne sont pas embrigadées. Enfin, on n'y est pas non plus. Dans des... non, mais on n'y est pas. On peut imaginer on le sait, on sait ce qui se passe. On ne le sait pas avec précision. Non, mais si elles reviennent, elles seront dangereuses en France. Non, parce qu'elles y sont allées pour vivre une foi fantasmée. Elles Comme vont les revenir... Non, les hommes y sont allés pour jouer à Rambo et pour voir ce que Call of Duty donnait en réalité. Mais je pense que vous ne pouvez pas rentrer dans la tête des gens comme ça. Le 5 décembre dernier, qui a été commis par un couple, un homme et une femme mariés. Et la femme était aussi dangereuse que l'homme, c'est sans doute elle qui a radicalisé l'homme. Et on a 17 enfants, 17 mineurs quand même armés, qui font des trucs épouvantables. On a tous vu des images monstrueuses. Donc on est face à quelque chose qui est profondément inhumain et dramatique dans un endroit du monde difficile, sur lequel les accords internationaux sont délicats. On voit ce qui se passe actuellement entre deux pays qui ne se parlaient pas, la Russie et la Turquie qui maintenant se parlent. On voit que c'est compliqué, d'autant plus que sur les cartes ça paraît gigantesque, mais c'est quand même de gigantesques déserts. Donc il y a aussi une question d'approvisionnement en pétrole, en fuel, en essence pour transporter tous ces gens-là, en aliments. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même. En termes de la logistique, elle est quand même très, très compliquée. Donc ce qu'il faut espérer, c'est que toutes ces parties de ces personnes qui sont radicalisées et qui sont passées à une violence physique brutale ne reviennent pas. Alors, 80%, justement, l'autre question qui se pose, c'est que 80% d'entre eux, ces djihadistes français ou résidents en France sur le territoire irakien ou syrien, seraient des binationaux. Mais c'est des Français, les binationaux, je tiens à le rappeler. Oui, mais ce qui complique quand même considérablement leur retour. Et qui doit gérer des procès éventuels? Mais s'ils rentrent en France, ce sont des gens qui sont français. Les binationaux sont des Français à part entière. Je pense qu'il faut le rappeler de manière extrêmement forte. Parce qu'on parle aussi à des gens qui sont binationaux en France et qui ne sont pas des terroristes. Donc faire la différence. Merci de l'avoir dit. Donc il faut faire très attention. Un binational, c'est un national. Moi, c'est un national. Si tu peux me permettre, puisqu'on s'adresse aux Français qui nous écoutent, il est évident que c'est quand même une petite bombe, peut-être même une grosse bombe, ce retour de ces personnes. On peut discuter des chiffres, on peut avoir des avis sur ce qu'ils ont fait, on n'était pas là-bas, c'est peut-être plus nuancé là-dessus. Alors c'est vrai qu'on a deux possibilités. Ceux qui ont déjà commis des délits, le texte de loi est assez bon et intervient. On a une frange qui est assez importante de gens dont on ne sait pas s'ils ont commis des délits. Et c'est vrai que là, le texte du Sénat, la proposition de loi du Sénat, aurait pu permettre de créer ce délit et de pouvoir les arrêter. Là, maintenant, on a une rétention administrative qui est en fait, c'est chez eux. Et on s'est rendu compte, on peut les écouter. On a des gens qui sont en rétention administrative chez eux. Ça n'a pas empêché, par exemple, en prison, quelqu'un qui avait suivi une cure de radicalisation de se rappeler. Donc, on est quand même, le texte du gouvernement de 2016 a quand même une faiblesse. Non, mais il date de juin. Attendez, madame, il a une faiblesse. Pour nous, le problème maintenant, pour les Français qui s'inquiètent, parce qu'ils savent très bien que ce qui s'est passé peut se reproduire. Et d'ailleurs, le Premier ministre le dit. Donc il faut vraiment qu'on soit très prudent. Il y a quand même, moi je crois, et c'est là je pense qu'on a quand même des services efficaces. Il faut savoir qu'à Mandjib, si mes informations sont exactes, vous savez, c'est cette zone qui était contrôlée par Daesh, que les Kurdes ont pris. Les Turcs arrivent, il y a un petit problème entre les Kurdes et les Turcs, plus qu'un petit problème. Mais il semblerait que c'était le lieu Mandjib, le lieu d'où partaient toutes les attaques en Europe. Et il semblerait qu'on ait récupéré des informations. Alors tout cela, moi je crois qu'il faut faire confiance à nos services. On ne peut pas rentrer dans ce qu'ils font, mais ils sont efficaces.
les services du ministère de l'Intérieur sont efficaces, la justice est efficace, c'est garantir les droits de l'homme tout en étant très sévère contre ceux qui commettent des crimes et des délits. Mais il faut savoir qu'on a quand même de bons services, mais que le risque est là et que nous avons quand même une petite bombe qui va revenir. La bombe ne reviendra pas en un seul morceau. Ils vont revenir par petits bouts. Et ils reviennent déjà par petits bouts. Le premier semestre 2016, 25 sont revenus. Non, mais il y a aussi ceux qui ne sont pas fichés, c'est qu'ils ne sont pas partis. On a ces gens qui sont partis et qui reviennent ne représentent pas tous un risque. Et puis de toute manière, ce n'est pas la première fois que la France se retrouve... C'est pas la première fois que la France se retrouve face à des gens qui reviennent de combat. On a eu des gens qui avaient été combattre en Bosnie qui sont revenus. Ils n'ont pas tous viré criminels. Ils n'ont pas tous été apporter leur soutien au GIA ou autre. Vous êtes surprenant, monsieur, parce que il suffit d'une personne pour savoir ce qui s'est passé à Nice. Il suffit d'une équipe. Ils n'ont pas tous été. Celui de Nice, il n'a pas été. Regardez quand même. Attendez, madame. Mais regardez. Mais justement, c'est ça le problème. Monsieur, pardon. Mais regardez le problème. On a quand même 26 000 fichiers S. Mais les 26 000 ne sont pas tous des musulmans. Est-ce que je peux terminer? Vous avez quand même 26 000 fichiers avec ce retour de personnes. 26 000 ça peut faire des mélanges. 12 000 liés au radicalisme. Oui, ils ne sont pas tous radicalisés. Il faut faire attention. Il suffit de 5-6 personnes pour faire ce qui s'est passé. Oui, mais monsieur, moi, le risque existe, c'est une réalité. On a fait une loi qui est à peu près équilibrée entre la partie police et prison, enfin rétention administrative, et la partie justice qui garantit l'état de droit. Je ne sais pas si la France serait capable moralement, je ne pense pas que ce serait bien de mettre en prison ou en rétention administrative, c'est-à-dire fermée, des gens sur lesquels on n'a que des soupçons. La grande question politique, elle est là. On ne peut pas mettre des gens en prison sur des soupçons. Et l'état de droit, c'est ça. Donc, non, mais je suis d'accord avec vous sur beaucoup de choses. Le texte du Sénat ne parlait pas de soupçons. Le texte du Sénat, c'est un délit. Le seul fait d'être allé en Syrie, vous reveniez, c'est un délit. Mais si je puis me permettre, il n'y a pas que des gens qui sont allés en Syrie qui sont potentiellement dangereux en France. Oui, mais les gens qui sont allés en Syrie méritent d'être surveillés. Mais ils le sont. Et le texte du Sénat est un bon texte. Et aujourd'hui, ceux qui reviennent... Non, mais bon... Non, et le problème, c'est que les gens qui sont venus, qui reviendront, de toute façon, on l'a vu récemment, on a une personne qui s'est contentée de diffuser... Chez le juge. Non, mais nous avons aujourd'hui une personne à Montpellier, c'était hier, qui s'est contentée, ce qui est horrible, de diffuser des images épouvantables. Il a pris 5 ans de prison ferme. Alors, c'est ça la réalité. Donc, on a l'outil administratif. On va y revenir dans une petite... Non, le droit actuel le permet. Dans une petite minute, on fait une petite pause. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de notre débat.